Bonjour Nathalie Janson. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School et à Sciences Po Paris. Je vous reçois pour parler d'Helicopter Money. Vous avez coécrit un article dans l'Opinion intitulé Helicopter Money, mais jusqu'où ira le délire monétaire? Alors on va parler des raisons qui vous poussent à parler de délire monétaire, mais avant, pourquoi est-ce que, à votre avis, on parle autant de ce sujet qui, je le rappelle, a été théorisé par Milton Friedman dans les années 60, qui consiste à mettre la liquidité directement dans la poche des ménages? Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Est-ce simplement parce qu'il faut dire que le quantitative easing tel qu'il est pratiqué actuellement est en échec? Alors il est effectivement en échec dans une certaine mesure puisqu'on attendait plus d'effets. Et au niveau de l'Europe, on voit bien que les effets attendus ne sont pas au rendez-vous. Donc il y a une certaine lassitude qui s'instaure dans l'attente des résultats positifs. Aux États-Unis, il y en a, mais pareil, on a quand même un bilan mitigé sur la politique de quantitative easing qui a pris fin dans sa partie achat massif, mais qui est toujours là dans sa partie taux zéro. Et puis au Japon, même constat. Donc il y a un constat un peu global, international, sur le fait que cette politique, finalement, dont on attendait beaucoup, produit relativement peu d'effets. Et lorsqu'elle en produit, comme aux États-Unis, on se questionne sur la soutenabilité des résultats. Donc aujourd'hui, on parle d'Helicopter Money. Quels pourraient être les effets sur la croissance de la mise en place de cette politique économique? Alors, l'Helicopter Money, effectivement, le but du jeu, ce serait d'aller directement à la source du mal, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un constat d'échec des politiques monétaires, le bilan qui est fait aujourd'hui, c'est qu'a priori, la demande n'est toujours pas très forte. Donc on est toujours dans des politiques à orientation, on va dire, keynésienne, c'est-à-dire où on veut absolument que la demande réponde. Et on voit que comme elle ne répond pas beaucoup, eh bien, l'étape supplémentaire dans l'esprit de certains serait de faire en sorte que la Banque centrale, au lieu de donner des incitations avec des liquidités supplémentaires en attendant que ce soit le système bancaire qui prenne le relais et en attendant la demande de crédit, qui visiblement n'est pas si forte que ça, eh bien, on aille directement, effectivement, créditer les comptes. Donc ça, c'est une version de l'Helicopter Money qui est effectivement la plus proche de la métaphore de Milton Friedman, puisque c'est ce qu'il appelait l'hélicoptère drop. Bon, lui, ce n'était pas dans un objectif de faisabilité. Il avait pris cette image simplement pour dire, voilà, si on envoie de l'argent par un hélicoptère et que les gens le reçoivent, ils vont le dépenser. Mais cette dépense sera juste transitoire et après, on reviendra à la case départ. C'est-à-dire que lui, il voulait montrer qu'en fait, l'effet d'un accroissement de la monnaie au niveau que les personnes recevraient, en fait, n'aurait pas d'effet durable sur l'économie. Donc rien à attendre en termes de croissance. Voilà, alors que là, l'utilisation qui est faite aujourd'hui de ce concept-là, c'est ceux qui pensent qu'on aurait une conséquence, et que la conséquence serait bien plus forte si, effectivement, on créditait directement les comptes des particuliers avec un montant supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu que les banques commerciales reçoivent les liquidités de la Banque centrale, ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, cette liquidité serait créditée sur le compte de chacun. Mais alors, qu'est-ce que la Banque centrale peut faire? Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, c'est une bonne Si elle a question. épuisé le quantitative easing et que l'Helicopter Money n'a pas vraiment d'effet sur la croissance, qu'est-ce qui lui reste? Par quel canot passer? Alors, l'Helicopter Money n'a pas d'effet si effectivement on pense que d'agir directement sur la demande n'a pas d'effet. Donc là, tous les économistes et théoriciens plutôt d'orientation keynésienne vous diraient que si, ça aurait un effet, puisqu'on irait là sur toucher la propension à consommer. Donc on aurait des personnes donc il y en a certains même qui préconisent en fait non seulement d'orienter cette supplément de liquidité sur des populations à revenus faibles, puisque c'est celle dont la propension à consommer est la plus élevée, ou bien, dans une version qui a été entendue aussi au Japon, puisque aussi ils sont en grand questionnement quant à la suite à donner à leur politique monétaire, d'aller en fait sur la distribution de bons d'achat. Pour être certain, parce qu'en fait, quand vous réfléchissez à cette idée de crédit directement sur le compte des personnes, vous n'êtes pas sûr et certaine qu'elles le dépensent. Or, là, l'idée derrière l'Helicopter Money, dans cette approche post-keynésienne, on va dire, c'est bien l'idée d'avoir une dépense réelle par les ménages. Donc, pour être sûr que ça arrive, eh bien, pourquoi pas envisager le bon d'achat. Bon, là, vous voyez bien qu'on va beaucoup plus loin que Milton Friedman dans son image. Lui, évidemment, n'était pas de cet avis-là, puisqu'il a toujours dit que la création monétaire ne pouvait pas, en fait, à elle seule résoudre
les problèmes économiques. Alors vous disiez dans l'article que vous co-signez dans l'Opinion, il serait bienvenu que Mario Draghi se serve de son pouvoir pour forcer les gouvernements à faire les réformes structurelles qu'il tarde à faire. Il pourrait inventer un quantitative easing où le montant de la dette publique achetée serait fonction de la mise en œuvre de réformes structurelles. Oui, si on veut poursuivre sa logique, parce que Mario Draghi en fait n'a jamais dit, en fait, depuis le départ, soutient qu'en fait son quantitative easing est là pour faciliter la tâche des gouvernements à se réformer de façon structurelle. Or, on voit bien que des pays comme la France, on a du mal à faire des réformes, et on n'est pas les seuls. Et par conséquent, s'il voulait aller jusqu'au bout de son raisonnement, on pourrait aller jusqu'à l'idée qu'effectivement, on assortirait les conditions à la mise en œuvre de réformes structurelles. C'est donner un pouvoir quasi politique à la Banque centrale. Tout à fait, mais en fait, est-ce qu'elle ne l'a pas un peu aujourd'hui? C'est-à-dire que vous voyez bien la critique allemande, qui est d'une certaine mesure assez justifiée. C'est-à-dire qu'eux, ils attendaient d'une banque centrale, surtout avec une union monétaire, pensaient qu'on allait échapper à la politisation de la politique monétaire. Or, depuis la mise en œuvre du quantitative easing, on est en plein dedans. Donc, il y a une sorte de contradiction que les Allemands, d'ailleurs, n'aiment pas beaucoup, de voir le politique s'immiscer en fait dans la gestion monétaire. Et donc, quitte à s'immiscer, autant qu'elle s'immisce, en tout cas dans une logique cohérente. C'est-à-dire qu'effectivement, si on pense que c'est le nœud du problème est dans les réformes structurelles et non pas en fait dans le problème de liquidité et de solvabilité des banques, puisque a priori c'est plus vraiment le sujet aujourd'hui, eh bien autant faire un effort incitatif clair et donc faire dépendre l'accès à cette manne de liquidité à la mise en œuvre des réformes. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Janson pour cet éclairage sur l'hélicoptère money, donc, qui visiblement n'est pas le futur du quantitative easing. Merci beaucoup. Merci beaucoup.